Bienvenue sur le podcast Crates. Mon nom c'est Jay Breeze et aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir le Captain Nemo. L'honneur est partagé, merci beaucoup pour l'invitation. Comment vas-tu ? Ça va très bien, écoute, on est dans des superbes conditions. Yes. On va faire quelque chose que j'adore, c'est-à-dire parler musique. Yes, Et c'est pas la première fois que tu viens ici. Hein. Non, c'est vrai, je connais un petit peu Arc pour avoir déjà un peu bossé avec eux sur différents sujets. Et j'adore la boutique, je trouve que c'est une des plus belles de Paris. Celle-là, c'est la première fois que je viens par contre. Et Ouais. je suis encore surpris tellement il y C'est a un de- espace qui est nouveau en même temps. Donc, Ouais. je pense que tu es peut-être même le premier invité à venir ici. Hein. Ah, Yes. grand Et plaisir. je vois ton pull, ton Oui. magnifique pull. Oui. Euh, Je suis un homme sandwich. Ouais. Je suis obligé de représenter. Bien sûr. Et je pense à ça parce que justement, tu es venu faire un event autour des cool sessions de Jimmy J chez Arc. Tout à fait. En mai mai dernier. dernier, exactement. J'ai une petite structure qui s'appelle Music Sound Better With Us où on est en train de travailler un petit peu à la fois du média, du podcast et du merch en fait d'époque. Et on a bossé avec Jimmy J, producteur émérite des deux premiers albums de MC Solar et aussi de cette compilation Les Cool Sessions. Et on voulait rendre hommage à cette période. Et on a fait donc un podcast avec Jimmy J, Boom Bass, Hubert Boom Bass, qui produisait aussi à cette époque-là avec Jimmy J sur les albums. Et aussi Philippe Ascoli, qui était le producteur, le mec qui a donc lancé le label Source, sur lequel était signé Les Cool Sessions. Et donc on a fait un podcast un peu historique, j'ai envie de dire, ici un dimanche après-midi, c'était super cool. Et on a sorti par la même occasion du merch, donc des sweats, t-shirts. On avait fait une sélection avec Arc de disques reliés à l'univers de Jimmy J et de cette époque-là, donc avec des vinyles d'époque énormes. Arc ils avaient trouvé encore des disques incroyables. Il y avait les premiers Solar, les premiers Ménélique, le premier Démocrate D. Enfin, il y avait une collection incroyable qui est partie très très vite. Mhm. Et donc voilà, on espère pouvoir refaire assez souvent et assez rapidement ce genre d'événement et ce genre de cross-média, j'ai envie de dire, à la fois podcast, événement et finalement vente de disques et de merchandising. Trop bien. Et en fait, j'ai vu ça et aussi j'ai eu l'occasion de te croiser quelques fois et je suis aussi ta contribution en tant que moi-même, tu vois, fan de musique déjà, aficionado de musique et après, bon, j'ai une passion pour l'ethnomusicologie et j'aime écouter, j'aime parler de musique et j'aime aussi écouter mes pairs parler de musique. Donc, enfin, je me suis dit que ça serait trop bien de pouvoir de me poser avec toi et de pouvoir échanger, sachant que j'étais sûr que j'allais découvrir énormément de choses. Et chez Arc, vu que tu connaissais un peu l'espace, j'avais envie de te ramener à la boutique et te donner une expérience différente en fait. Bah ouais, c'est tout à fait vrai. Là, C'est ce qui s'est passé hein, au final. Exactement. Là, j'étais pour le coup de l'autre côté. D'habitude, c'est moi un petit peu qui ramène les gens à parler avec eux de la musique. Là, cette fois-ci, c'était C'est toi qui host. Ouais. Et là, aujourd'hui, c'est moi l'hôte et c'est Arc l'hôte aussi. Et du coup, on a digué un peu. On l'a digué. On a digué un peu. Toujours très dur pour moi, hein, parce qu'il y a tellement de disques, je vais dans toutes les directions, recentrer, c'est toujours le plus compliqué pour moi. Tu sais, et c'est aussi le challenge pour moi de me dire, vas-y le mec, ou mes invités en général, tu vois, ok, on va arriver, on va diguer, la sélection chez Arc, elle est tellement dense et tellement intéressante, mais vas-y, on va leur donner un peu une structure, on va les recentrer un petit peu, sinon ça va partir dans tous les sens. T'as raison. Mais en tant que, du coup, fan de musique, premièrement, et personnalité médiatique et média du rap de référence, on peut dire ça, et tu peux écoute, t'as travaillé pour. Notre discussion a commencé pas mal autour du hip-hop, et pas mal sur le fait qu'on ait 10 ans de différence et que on est dans un genre de pont générationnel où notre manière de percevoir la musique et notre manière de percevoir le hip-hop était fondamentalement différente. Et moi, j'étais très curieux de savoir comment t'étais tombé dedans et qu'est-ce que t'écoutais. Du coup, tu sais, genre à cette période formatrice, ces âges autour de 15, 16, 17 ans, tu vois. Et tu m'as parlé d'un disque que je ne connaissais pas, que tu as trouvé dans les bacs.
et qui est Arsenal Records représente le vrai hip-hop avec notamment La Clica, etc. Ce disque que vous pouvez retrouver chez Arc, donc, et tiens, Merci. dont je serais très curieux que tu nous parles. Eh bien, en fait... Comment t'es tombé dessus déjà? En vrai, donc là, pour recentrer, quand je suis au lycée dans les années 90, début 94-95, je retombe dans le rap grâce au Wu-Tang. Pour schématiser, le Wu-Tang, c'est vraiment un raz-de-marée. Je suis très dans le rap américain. Et donc, via le Wu-Tang, je me mets à écouter un peu tout où il y a des featuring du Wu-Tang, donc les albums de Redman, les albums de Mobb Deep, etc. Mais je délaisse un peu le rap français en n'y trouvant pas trop mon compte. Tu vois, genre, à l'époque, je trouvais que ils n'avaient pas en fait passé le cap du rap moderne. Je trouvais que c'était assez vieillot. Parce qu'il n'y avait pas encore eu de nouveaux disques, tu vois. Là, on est en 94-95. Donc, je me retrouve pas trop dans les albums d'NTM que j'avais pas trop écoutés. Okay. Dans les albums de IAM où j'avais juste écouté quelques singles. Je trouvais ça assez daté finalement. Ok. Alors que j'avais l'impression que le rap que j'écoutais, très moderne, donc le Nas, Biggie, Wu-Tang, Redman, Mobb Deep, avait pas encore trouvé son cloche en France. Ok. Et ça, je le trouve avec des mecs qui me font écouter La Clica, Conçu pour durer, leur premier EP. On me passe une cassette, on me dit écoute ça, tu vas voir, ça rappe en français, mais ça rappe comme les mecs que t'aimes bien, Wu-Tang et tout. Et en effet, je me prends une claque. Parce que dessus, bon bah voilà, c'est Roca, Daddy Lordsy, Kondo, je connais tous les morceaux par cœur, il y a 5-6 titres, tous les scratchs, l'intro, la façon de rapper, c'est très Wu-Tang, Bootcamp Click et tout. Et c'est là où je me dis, ah ok, le rap français, c'est peut-être en train de redevenir ce que j'aime bien. Et à partir de là, je réécoute les albums qui sortent de Assassin, de Akhenaton, le NTM pareil sous les bombes, et là en effet ça ressemble beaucoup plus à ce que j'aimais à l'époque de rap américain, et donc ce que je kiffais. Donc quand Arsenal Records sort cette compile, le vrai hip-hop, je remonte à la pochette que je kiffe de ouf, c'est juste après le EP Conçu pour durer de La Clica qui avait cartonné, qui était un peu un EP finalement de conglomérat, parce qu'en fait c'était pas vraiment un groupe, c'était que des gens qui enregistraient au même endroit, mais ils avaient tous des entités un peu séparées. Il y avait le coup d'état phonique qui était Kondo, qui s'appelait à l'époque Doc Knock Knock, avec Ego Size qui était un rappeur hyper talentueux et qui connaissait beaucoup de mecs du 92, donc il était pote avec Sage Poète de la rue, avec Lunatic déjà, donc Booba, Ali qui était un peu dans son sillage. Beat de Boule. Et exactement. Avant que ça s'appelle Beat de Boule. Exactement. Ego Size, il était dans cette clique-là, donc c'était très relié à Beat de Boule avec Kondo aussi. Et de l'autre côté, il y avait donc la Squadra, qui était Roca et Daddy Lordsy, qui étaient plus eux des mecs du Paris 18, ou La Fourche en fait, donc des mecs vraiment qui rappaient comme des quinries. Et moi j'étais fan complet de Daddy Lordsy qui avait sorti un maxi juste avant, qui s'appelait Le Freaky Flow, avec un scratch de Jeru de Damaja. En fait ça sonnait vraiment rap new-yorkais de l'époque, en mode Gangstar, Smith & Wesson, Wu-Tang, et j'étais à fond dedans. Ça, c'était les parigots qui se prenaient pour des quinries. Exactement. Je vois le truc, et tu sais, genre Freaky Flow, moi, c'est pas absolument pas mon époque, hein. J'étais un bébé à l'époque où c'est sorti. C'est sorti en 94-95, tout ça. Ouais. C'est un mouchoir de poche, tout ça un peu en En plus, j'étais pas en France à l'époque parce que j'ai passé les 8 premières années de ma vie en Afrique entre le Congo et le Cameroun. Okay. Donc, complètement déconnecté de tout ça. Mais je vois trop le truc, et surtout que c'est des morceaux en fait qui sont passés, qui ont une très grosse influence sur moi, ma génération de hip-hoppers. Tu sais, en mode plus 1995, Alpha One, où ils ont l'entourage, Grandville, etc. Ouais. Tu vois, c'était vraiment c'est des trucs qu'on a redécouverts et qui ont été la base en fait du rap et du hip-hop que cette génération-là et qu'on a développé. À partir du début des années 2010, tu vois. Bien sûr. Donc, tu fais les morceaux en mode Freaky Flow, tu vois, genre, ça, c'est des trucs... c'est comme ça qu'il faut rapper, tu vois ce que je veux dire? Ça rappait trop bien, et surtout, il y avait un effort sur les prods que moi, je kiffais de fou. Donc, quand ça sort, vraiment, je suis à l'écoute.
Je sais que ça sort. Et en fait, c'est une compilation avec tous les membres de la Clica, mais divisés finalement par ce qu'ils avaient déjà un peu fait par Conçu pour durer, parce qu'il y avait beaucoup de solos, mais c'était très dans l'esprit Wu-Tang. Donc il y avait un morceau de la Clica, puis 2 morceaux solos. Un morceau d'Adverty, un morceau de Roca. Il y a le fameux Le Hip Hop Mon Royaume, qui avait été hyper pensé par Cut Killer notamment sur sa compile, qui était un peu le premier gros classique de Roca, avant qu'il sorte son album Entre deux mondes, qui était vraiment excellent. Donc moi j'étais à fond dans cette période. Coup d'État phonique, j'étais fan. Il y avait Raphaël qui commençait à aussi faire des morceaux solo, qui était un peu le plus jeune, qui était chaud. Lucha les petits boss. Il y a eu un morceau qui n'était pas sur cette version vinyle, mais qui était sur la version CD de Shaim avec Lucha et Raphaël. Shaim du Wu-Tang. Ouais, un morceau qui s'appelait Worldwide, qui était archi chaud, qui tournait grave à l'époque, et qui était sur la version CD, mais je crois qu'ils avaient eu un problème de sample, il y avait eu tout un délire. Il y avait la Squadra, là d'où l'on vient, vraiment ça, je me rappelle de le penser, avec Rap Contact au début et Paris la nuit à la fin. C'était finalement presque le 2e album de la Clica pour moi, quoi. Ok, s'il y avait un extrait qu'on pouvait écouter. En vrai, moi j'ai envie de dire Rap Contact. Rap le Contact tout premier morceau, parce que c'était vraiment... c'était comme l'esprit du Tuer dans la rue, c'était vraiment le morceau où il y avait tous les rappeurs qui passaient à la suite, et on a Ego Sized dessus, c'est marrant, Kondo qui s'appelle Doc Knock, ça m'a toujours fait marrer. T'as Dealer de Siroca, Raphaël qui commence et tout, qui avait un flow de psychopathe, il avait un délire, je sais pas, il rappait avec une voix hyper aiguë, un peu à la Ghostface. Pour moi, je me suis dit, wow, Raphaël, ça va être le prochain, il va être trop chaud et tout. Et finalement, derrière, il a fait que des featuring. Il n'y a pas eu l'album qu'on escomptait, comme il n'y a pas eu d'album finalement de la Clica. Mais ça, quand j'avais 15-16 ans, c'est mon rap, tu vois. J'écoute ça à fond, un peu avant de découvrir Time Bomb. Je suis plus dans la Clica. Time Bomb, ça arrive un petit peu après pour moi, quand je découvre les cassettes de freestyle. Et finalement, c'est plus 97, 98, 99. Quand il y a l'album d'Oxmo, l'album des X-Men, moi j'adore. Puis après, les Lunatiques. Mais c'est vraiment la Clica qui me met dans le rap français. Quand j'ai 14-15 ans, je suis à fond dedans, je fais du graffiti, je connais les paroles par cœur. Roca, c'était mon rappeur préféré à l'époque, vraiment. J'adorais son album solo, je l'écoutais tout le temps. Souvent, quand il y a des paroles qui me reviennent, soit c'est MC Solar, parce que j'ai grave pensé à MC Solar, mais c'était presque en dehors du fait de kiffer le rap. C'était genre parce que c'était le truc du moment, et finalement j'écoutais Solar et après j'écoutais Nirvana, Guns N' Roses, le truc comme ça. Là, quand j'écoute la Clica, à côté, après j'écoute Wu-Tang. Pour moi, c'est dans l'ambiance, j'écoute que du rap américain. Cypress Hill et la Clica, c'est quasiment le seul groupe que j'écoute en dehors du rap américain. Ben vas-y, on se le joue. Allez, let's go, je t'en prie. Hein. Rap Contact. Fais comme à la maison. Faisons ça. Toujours un semblant de scratch. Un semblant de scratch parce que bon voilà, j'étais DJ. Un hip-hopper. Pour vérifier que c'est pas en 45 tours. Ah oui, ça c'est, tu vois, ça c'est un truc. Pardon. Ça c'est un truc que les DJ ne font jamais. Le levier, j'ai absolument jamais mis le levier. Pour moi, ça n'existe pas le levier. Ouais. Souvent je suis là genre pourquoi ça marche pas ou quoi? Let's go. Voilà, super sample qui tourne en boucle comme ça. Et surtout le beat était fat et il y avait des scratchs. Et à l'époque, en français, ça arrivait avec NTM aussi qui faisait ça. Mais finalement, il y avait peu de refrains scratchés. C'était très DJ premier et tout. Je représente mon crew, voilà. À bord de bonne vibe sur les ondes. Quand à chaque où ma production fait éruption. Sur les bancs des femmes te mène à bout, garçon, on file ton Raphaël. Raphaël rimeur, un gage te ménage, poisson, Léon, pas de question. À mon propos, la sonorité de ma voix résume tous les accros.
tranche comme une hache. Tous les faux wax sachent que je mâche pas mes mots. Mon rap contact, intact flow sur une mélodie. Signe J.A.I. représente et nous place pas. Roca qui était le plus chaud à l'époque. C'est l'époque aussi où vous avez un morceau avec 2 balles de neck qui s'appelait Labyrinthe. Trop chaud. Mes mots pèsent comme une prothèse, mon rap explose. Le sang des mauvaises langues en presse, pose le micro-fils. Le spécialiste résiste, pise les faces des naves, bave sur mon flow. T'as faut prendre des baves, gros. 1 wack, 2 wack, 3, 4, 5 wack, 6 wack, tant de bidon. Si peu de balles dans mon canon, tu critiques mon style. Avant d'avoir écouté la suite de mon vinyle. Si tu n'aimes pas ce qui suit, te plaira. Prise de mic, prise jack branché, même watt. Nike au pied, l'entraque, décontracte mon show, claque, sac. Les jaloux wack, retraque, toi comme mon crew débarque. Avec un produit dans les bacs, la barre à chaque fois se monte au flow pro. J'arrive de nouveau slow, recto verso, je fous la merde sur n'importe quel tempo. Le négro, coiffé afro, gonflé à la nitro, qui t'incommode ta faute, Diverti, prêt à il a un vous flow dans le de malade. métro. Arrive au galop, pour une intro solo. Social le micro comme un percepteur d'impôts riche, ouvre-pot. Lascar au dépôt, couche tard, lève-tôt. Brinque font les beaux, c'est mon cycle, c'est duc sous mes propos. Je te vois te démêler, contaminé, carrément miné. J'ai deviné, apprécié, résigné, le millésimé. La foule a désigné grâce à sa monnaie, le nom qu'elle connaît. Mon acuité, Là, vraiment le facilité freaky à flow, là. catapulter, sans difficulté, ni t'insulter de vulgarité. Ma popularité, je la dois à mes vérités. Ma sincérité, simplicité à te faire bouger, t'y retrouver. Mon rap caille te colle pire qu'un UV. Tourne en boucle, on continue, reste gravé. Yo, j'ai l'air de maîtriser la technique microphonique. Monte la garde, j'assène mes mots comme des coups de poing. Ça, c'était Crondo, Quand ouais. je prends le mic, je représente Crondo, mon époque de Ghost Knock, qui un était le maximum. groupe que je préférais, Avec moi, dans la intelligence Kika, boostée. le coup des Caphonies. Élimine les nazes, même s'ils sont De hostiles. Ghost Knock et Ego Side, ils Combien avaient de vraiment un MC truc sur le sur premier des maxi, ça barres s'appelait Dans ma grises, tête, qui était tétanise chaud comme de un ouf. vocalise bla. Bien trop de wack dans les bacs pilules marque le paysage au s'étend. Ma voix sur la FM. C'est vrai, n'a pas beaucoup changé, hein. Je persévère dans ma lancée, dans ma sphère. Vire C'est ça qui élimine est la fou, c'est que ça a vocale, la plus de 30 ans. médiocrité là. Enfin, 30 ans. Éradique, tu pars Un mon peu moins de 30 ans lexique plutôt, comme et, mon kickbox. Je cause des hématomes sur chaque poste. J'arrive Ego clip Side. sans curriculum. Fuck l'intox, pousse En fait, le son, c'était le vraiment meilleur freestyle, pour y a mon pas de crew. refrain. Son précise la couleur de Et, notre monnaie ça fou, enchaîne. ridicule. Son Que du feu flow. qui s'acharne quand j'arme. Le sortilège abrège leur sentence sur quelques rimes posées, osées. Quand sur C'est un produit mic par et qui, d'autres ça platines, j'ai causé Jedi. l'osé, Wack MC et C'est d'autres les MC producteurs de la avisés Kika, il y avait bien. Dans le rôle de Jedi, l'ordure. Lumumba Je suis la pointure, et crédit Chimiste. pour le Et futur. ils avaient Pur vraiment des style, potes qui pour étaient style, au gage, je niveau. me crois au top. Et Mais toi, ils tu ont pas m'envies trop après produit une pour d'autres cassette après, sur c'est fuck très pop. vraiment les J'encule producteurs de la Wack à Kika. Paris, à tout compris, Ego Et, Side, c'est mon nom. je trouvais que c'était Je vraiment un représente truc. pour mon coup sans façon pour te fasciner. Dans un style inné, décimé à travers un hip-hop inanimé. Bébé kiffe ma taupe comme une salope. En fait, c'est un peu le proto Time Bomb, quoi. C'était le moment où on sent qu'ils rappent comme des Américains. Ils ont des flows. Brûle Paname comme c'est une bootcamp, bombe à quoi. Hiroshima. Changement de climat, un phrasé nouveau Madine, Colombia, Africa. Pour la clique à mon escouade, la squadra. Raphaël, le coup d'état phonique représente et ne plaque pas. Yeah. Crash de Mobb Deep. Voilà, c'était l'intro un peu de la compile où chacun mettait un peu son style. Et moi, ils avaient fait un Rap Rotac 2 plus tard aussi, qui était un peu leur morceau signature. Et après, plein de morceaux solo hyper connus. C'est vraiment bien. Voilà. Ah, le petit levier. Et oui. Donc un peu plus tôt qu'on était en train de diguer, tu m'as un peu raconté comment tu étais tombé dans le rap et dans la culture hip-hop. Ouais. En ayant grandi à Orléans, t'étais un peu... Enfin, les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais bon, fin des années 90, Orléans, le rap, aujourd'hui, c'est le truc le plus gros du monde, mais ça reste quand même un mystère. Ah oui, bien sûr. Une curiosité presque. Bah oui, quand je sais pas, quand j'arrive au collège, je pense que je commence à... On est en 90, 91, je pense. Hmm. Et moi, je commence à déjà avoir un kiff pour le rap.
sous toutes ses formes. Donc, comme je te disais, c'était souvent dès qu'il y avait un mec qui rappait ou une meuf qui rappait sur un son, des fois un peu hip house ou des fois c'était les inconnus, la façon qu'ils avaient d'avoir un phrasé, ou alors les trucs très connus style Vanilla Ice, Benebi. Avant de tomber dans Rap Attitude et MC Solar, j'étais déjà un peu passionné par ça sans savoir ce que c'était vraiment. Mais j'étais un peu un ovni, parce que vraiment dans mon village et voire dans ma ville après où j'étais au collège, on m'appelait le rappeur, quoi. On me disait yo le rappeur. Je me faisais un peu bolos dans la cour parce qu'on comprenait pas trop. Enfin, c'était un peu aussi le moment où il y avait pas mal de parodies, notamment les inconnus, sur ça, sur le rap et tout, sur le fait que c'était pas très respecté et représenté dans la France. Dans le paysage musical français. Donc je me suis retrouvé beaucoup à batailler et à écouter finalement ce que les gens écoutaient aussi au collège, c'est-à-dire les grands trucs du moment, Nirvana, Metallica. J'ai eu une grosse période un peu métal, mais quand même assez funky. D'ailleurs, ça me fait, excuse-moi de te couper, mais ça me fait grave penser à la spécificité même de l'histoire du hip-hop en France, parce qu'il y a plusieurs phases. Il y a la phase où ça arrive sur le territoire, et d'ailleurs, c'est le hip-hop, ça vient du Bronx, donc des quartiers défavorisés des États-Unis. Enfin, bon, je vous laisse Google si vous tapez Bronx, New York, 1976, ou même, 1976, je pense que c'est une bonne année pour voir à quoi ça ressemble. C'est chaud, quoi. C'est genre, les images sont terribles, donc ça vient de là, et en fait, c'est pas vraiment ça l'histoire du hip-hop en France, c'est importé. Et du fait que ça soit importé, ça vient un peu, ça arrive en France par des jeunes qui sont plutôt privilégiés en fait, et Vraiment, qui ont la possibilité d'aller aux États-Unis, qui ont la possibilité aussi et le luxe même, j'ai envie de dire, d'aller aux États-Unis et de s'acoquiner avec des gens un peu cool en mode vas-y, c'est trop bien, c'est le nouveau truc du moment, et ça vient comme ça en France. Et en France, ça arrive comme un peu le truc des enfants, quoi. Surtout avec HIP le dimanche. Ouais, c'est vrai. Et donc, il y a une période de creux. Un peu sportif même en plus. Un peu, c'est autour de la danse, c'est un peu un hobby. C'est pas forcément un style musical. Les gens pensent que ça va être une mode, globalement. On retrouve ça beaucoup. Absolument, on retrouve ça beaucoup dans les pubs. Et à un moment, entre, je dirais, les 86 et 1990... Enfin, si c'est pas parodique, comme tu le disais, ça disparaît un peu. Du grand public, en tout cas, ça veut dire que c'est là où, en fait, maintenant on le sait parce que ça a été un peu plus documenté. Moi, n'étant pas à Paris et n'ayant pas vécu ça, je n'ai que ce que les gens en ont dit. Et finalement, c'est à ce moment-là où il y a la vraie formation des grosses entités à la NTM, Dynasty, le fameux terrain de Stalingrad et tout, et finalement c'est là que le rap français se crée. C'est la naissance du hip-hop. Du hip-hop par le live, par finalement ce qui s'est passé dans le Bronx dans les années 70, c'est la deuxième partie des années 80 que ça se passe en France, quoi. Les terrains vagues, les trucs organisés un peu à l'arrache, les mecs qui viennent avec des platines, qui mettent des sons que les gens ils ont jamais entendus, et des gars qui se mettent à rapper, qui rappent d'abord en anglais, puis qui rappent en français, font beaucoup de live, des générations entières de mecs qui vont être connus d'un mouvement, mais jamais sortir de disque en fait. Et, ou sortir des disques très tardivement, comme Lionel D, qui vont pas forcément marcher, alors que c'était un peu les stars de ce mouvement-là, qui sont un peu des héros, des rois sans couronne, les Stromae, Johnny Go, les New Generation MC, que moi j'ai pas connu, je les ai jamais vus, mais quand on entend parler, pour les plus vieux que nous, ça a été une génération, quand tu étais à Paris et en banlieue parisienne, qui a vraiment créé en fait les bases de ce qu'était le rap français, quoi. Et toi, tu tombes dedans, tu t'y mets à fond, tu deviens DJ. Ouais. Donc oui, ça passe par la radio. En gros, je passe mes années lycée à poncer les trucs style La Clica et le rap américain, et j'arrive à la fac en 97 et j'ai une seule idée en tête, faire de la radio. À l'époque, il y avait une radio campus à la fac qui était créée depuis 2-3 ans, et j'écoutais cette radio. Il y avait des émissions spécialisées, je connais certaines personnes de mon entourage qui en font, autour du rock notamment, parce qu'il y avait un gros profil hardcore avec les Burning Heads à Orléans, donc il y avait des émissions très spécifiques là-dessus. Et moi, je veux faire une émission sur le rap.
J'arrive avec ça en tête. Et ils me disent, ouais, mec, t'as 17 ans, tu vas d'abord faire une émission basique, enfin normale, pas spécialisée, et on va voir si tu sais faire de la radio. Mais j'arrive avec ce truc de je veux faire de la radio. Et donc, très rapidement, j'ai une émission une fois par semaine, une tranche style 17-19 heures. J'anime et je passe des disques. Et en fait, je me fais vite rabrouer parce que 70% de ce que je passe, c'est du rap. Voire du rap français. À l'époque où c'est pas la musique qui est trop écoutée, même si on était sur une radio un peu à la style Radio Nova qui passait 70% de black music, bah il y avait un délire où fallait que ça soit un peu plus qu'il y ait un peu plus de différence dans les styles musicaux que je passais. Donc je rendis avec ça, et un an après je dis bon, moi j'ai vraiment envie de passer du rap, donc je monte une émission spécialisée qui s'appelle Beat Session en 98 avec deux potes DJ. Là moi je suis pas DJ encore, et j'apprends à mixer et à être DJ pendant cette période là en 97, 98, 99 en mixant à la radio des nouveautés, une émission 100% hip-hop que je vais tenir jusqu'en 2008 pendant 10 ans. Waouh. Une fois par semaine, voilà. Des nouveautés, voilà, je passe des disques. C'est la période où il y a beaucoup de rap indépendant, notamment en effet, ça. Un des disques de cette période? Tout à fait. Probablement un disque que tu as passé dans ton émission? Oui, plusieurs fois. Ouais. Smut Peddlers. Le disque s'appelle One by One, c'est un maxi, One by One et The Whole Repertoire. Une découverte pour moi. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, bien sûr. Ça, c'est typiquement les disques qui sortent quand je commence l'émission SP à la radio. Donc on est en 97 ou 98, je pense. C'est le moment où le rap indépendant explose aux États-Unis. Et où il y a plein de petits labels qui se créent pour sortir des maxis de ce type, donc des vinyles qui débarquent directement dans les magasins, notamment Fat Beats à New York, qui était très réputé pour ça. Et donc il y avait des petites entités comme ça, il y avait ABB Records à Los Angeles, qui avait sorti notamment Dilated People, de Farai aussi, les premiers maxis de Farai, qui après, plus tard, allait sortir Little Brother, mais au moins 2-3 ans plus tard. Côté Est, à New York et Philadelphie, il y avait Eastern Conference, qui était très réputé pour sortir des morceaux un peu crado, indépendants et tout. Il y avait High and Mighty, qui était un groupe assez connu de cette époque, et Cage, qui était un rappeur très puissant à cette époque-là, qui, pour moi, aurait dû devenir Eminem. C'était un mec un peu qui rappait sous prod, un blanc-bec chelou, avec une coupe bizarre, qui avait un morceau qui s'appelait Agent Orange sur la musique de Orange Mécanique, et qui disait vraiment des trucs horribles, un peu comme ce qu'Eminem a développé sur son premier album, en mode des trucs de meurtre, un peu de l'horrorcore mélangé à ses propres expériences de la drogue et tout. Enfin, c'était assez puissant. Et là, donc, c'était un duo que High and Mighty faisait avec Cage. Et c'est ça, c'était leur premier maxi d'ailleurs, ça s'appelait The High and Mighty Meet Cage. Et c'était le premier morceau qu'ils avaient fait ensemble, produit par Mighty My. Et donc là, on est sur les toutes premières sorties du label Eastern Conference. Je crois que j'ai vu que c'était la 4e. Ici, 004. Je me rappelle qu'à l'époque, tu voulais la collect. Donc tous les maxis qui sortaient, tu voulais les avoir. Et je pense que j'ai les 10 premiers maxis d'Eastern Conference, qui étaient un peu les sorties indépendantes. Et je peux faire un lien d'ailleurs avec la compile d'avant, Arsenal Records, parce que le boss de Arsenal Records, c'était J.R. Ewing, qui était un DJ qui avait aussi un magasin qui s'appelait The Lab, et qui lui était spécialiste des mixtapes où tu retrouvais que des morceaux indépendants comme ça. Et il faisait vraiment des mixtapes spéciales pour ça, avec que des maxis et des morceaux spécifiques. Et d'ailleurs, il y avait un morceau de Smut Peddlers, je crois, sur une de ses mixtapes. Très réputé à la fin des années 90, il en vendait des camions, et c'était un peu là que tu découvrais, pour les gens qui n'avaient pas accès au vinyle, les morceaux un peu indépendants comme ça de cette période, qui, à mon avis, a eu son paroxysme avec le lancement du label Raucus, qui arrive plus ou moins à la même période, mais un tout petit peu après, et qui, à mon avis, va capitaliser, parce que vu que c'est monté par un mec qui a du fric, va capitaliser sur ce délire de on va surproduire du rap indépendant, mais pour les gens qui veulent écouter du rap indépendant.
Yes. Passer par les maxi, bosser des artistes qui ont un profil un peu atypique, comme Company Flow, comme Black Star, et essayer de travailler ce rap de niche plutôt que à l'époque finalement en opposition avec ce que développait Puff Daddy avec Bad Absolument. Boy et le côté un peu Shiny Suits et tout ça. Et moi j'étais complètement dans ce délire d'opposition. Donc je voulais écouter que du rap qui était un peu De Backpacker. bizarre. Ouais, voilà. Parce que je voulais être en opposition avec le côté mainstream. C'était bizarre, mais à l'époque il y avait vachement ça. Dans les années 90, tu te construisais souvent en opposition à. Yes. Et quand t'avais un truc mainstream, maintenant Biggie j'adore. Ouais, bien sûr. Bad Boy, c'est parmi ce que j'écoute le plus. Mais à l'époque, tu te crées quand même en opposition à quelque chose qui était mainstream. Ouais, mais c'est le côté un peu de la culture, quoi. Ouais. En fait, si t'es un mec hip-hop et que t'aimes le vrai hip-hop, Ouais. tu vois, genre, ça revient au nom de la compile d'avant. D'ailleurs, le vrai hip-hop, c'est quoi? C'est, voilà, la rue, New York, les trucs que tout le monde ne connaît pas. Ouais, c'est ça. T'avais envie d'être quelqu'un qui écoute de la musique que les gens comprennent pas forcément ou qui connaissent pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on écoute sur ce disque? Bah, One by One. Hein. One by Le One? sample, il Let's est go. fou. C'est de la très bonne musique. Mr. Ian était réputé parce qu'il avait une voix très très grave et il avait un flow un peu. Il y avait un morceau qui s'appelait The Meaning qui tournait pas mal en mixtape parce qu'il avait vraiment une voix atypique. Après, c'était pas un excellent rappeur. Il avait toujours un peu le même flow et tout. Mais les débuts de la carrière étaient bien. C'est juste que ça durait un peu trop longtemps. Comme Rocus, quoi. Et Cage, par contre, c'était vraiment... je pense même Eminem, il lui doit une partie de son début de carrière. I shape shift to a split, light myself up, ignite the mic and felt up. Yo, you so called Ah, ça, c'est shit get Mr. Ian. belt up. The mic is falling off. Cage, il avait un peu une voix nasillarde et tout. Vous allez voir, ça ressemble vraiment à du Eminem. Début d'Eminem. Fascist dictator, Dick Starbuck, and I'm playing Space Invader. Standing so close, face you liable. From your rap Bible, the false idol. I'll be bringing doom to the room, snatching up the bridle. I hot paragraphs, infested Ebola. Fuck you up like Pop Rocks and Coca-Cola. Trying to be cute like Munchie Cheese. Really catching up from munching on these. Hundreds, please, honey, don't make a peep. In 99, it's only hard word that we keep. You in the wrong place. You in the wrong time. You with the wrong someone. Smart peddlers, false poets get done. One by one. Après, ils ont sorti un album qui s'appelait Born Again, je crois. Ils étaient partis dans un truc un peu salace. Le morceau avec Cool Kiss, où ça parlait de cul et tout. Smart peddlers, false poets get done. C'était censé être un peu subversif. You in the wrong place, stupid look on your face. Get done like Warwick, never even saw it. Yo, Cage, show 'em how you go. Inject the raw shit, MC's gonna forfeit. I was thrown in this life form with basic essentials, like screaming over other cats' rhymes like their instrumentals. Ça sort 2 ans avant qu'Eminem s'appelle. Insides out, go barefoot, wallowing, swallowing. With it crosses, I'm nauseous, force-fed, pale white horses. Insect lynches, dental flosses. Don't practice with trap, I gotta crack with shits. My name be in between MC's lips like clips. Threw you off the roof because you thought jazz was fly. Then I bungeed off the top and stuck needles in your third eye. Wild shit like this come from Vraiment, in my personne n'a rappelé forehead. comme lui à l'époque. My cousin in Serbia said there's more dead. And it's even more dead living up the state. Middletown, New York, where y'all girls and dogs procreate. Call your local agent up for a fix. If you out of cake, Ouais, ça me fait vraiment penser à LP. Ouais, bah c'est la période. Hein. Bah, Ouais, Cage ouais. après a sorti un album sur le label d'LP, Def Jux. Et il a très longtemps été réputé comme un peu le joyau de cette période. Il avait été signé aussi sur Bobito Garcia. Les premiers maxi dont je parlais, c'était découvert par Stretch et Bobito à l'époque où D'ailleurs, Bobito comment il Garcia s'appelle le label de Bobito Garcia déjà? Fondalab. Ouais, c'est ça. Fondalab, c'était Où il a pareil sorti que MF Doom. Exactement. Bah, c'était la même période, hein. C'était le moment où il y avait tous ces rappeurs indés. En effet, Doom, c'est un peu pour moi dans cette même période. On passait beaucoup à la radio aussi. Maintenant, quand je remets dans le contexte, c'était pas si différent que ça. Mais à l'époque, ça paraissait être deux mondes complètement étrangers, quoi. Ouais. Mainstream. Bah, ça sort en même temps que les Jay-Z. Donc c'est vrai que on est sur autre chose. Peut-être un peu plus austère, avec des recherches un peu différentes. Et moi, j'ai vraiment tombé là-dedans à mort.
et moins aussi dans les clichés de ce qu'on peut attendre de ce que les rappeurs sont supposés être, à savoir des vendeurs de drogue et des mecs qui font l'apologie de la violence entre guillemets et du sexisme. Ouais. Ça, c'est des mecs qui étaient intéressés par d'autres choses, et je pense qu'il y avait aussi un délire où les auditeurs de rap, ils étaient un peu fatigués de... Ouais, là, il y avait... tu vois. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses autour du cinéma, notamment de la science-fiction. Enfin, il y avait des recherches un peu culturelles très très larges qui parfois me parlaient plus. Du bon boom bap, hein. Ouais, de ouf. Ouais, c'est boom bap à mort. C'est la période, hein. J'arrive plus à savoir si c'est 97, 96 ce morceau. Mais... Je crois que ça dit 98. 98, bah, tu vois. Parce que en vrai, c'était, c'est pile poil le moment où on a l'émission, où ça me paraît totalement logique. De toute façon, Eastern Conference, c'est 97, 98, c'est cette période-là, jusqu'à l'avènement un peu de Raucus 99, où il y a l'album de Mos Def plus l'album de Pharoah Monch qui sortent. Là, pour moi, c'est le paroxysme un peu de cet univers rap indépendant qui va très vite s'éteindre après 2000, je trouve, où ça va devenir un peu autre chose. On va faire un peu un bond en arrière, du coup. Ouais. Mais on va rester hip-hop. Ok. On va rester hip-hop. Et en fait, quand on parle de hip-hop, on parle d'une musique qui, pour moi, c'est vraiment la musique des années 2000, et notamment l'une des premières musiques de développement durable. Savoir, c'est la musique du recyclage, en fait. Ah, c'est vrai. Ça prend c'est du upcycling, ça prend des anciens trucs et ça en fait quelque chose de nouveau, et en fait, on crée de la richesse avec ça, et on se dit en fait que dans le monde, on n'est pas obligé. Il y a un côté un peu alter capitaliste dans ça, tu vois. On n'est pas obligé de créer à chaque fois des nouvelles choses. On peut aussi diguer dans le passé et créer des choses avec ça. Et je pense que le hip-hop, n'est pas célébré pour ça, mais l'une des premières musiques, si ce n'est la première musique de développement. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, c'est même la base de comment j'ai créé et conçu ma culture musicale. C'est grâce au côté recyclage du rap. Et surtout, quand moi, j'ai donc appris à vraiment le connaître au début des années 90, c'est le moment où se développe à mort le sample. Et donc, où les producteurs, surtout américains, vont chercher dans les disques de leurs parents ou les disques qu'ils ont eu facilement chez eux, des boucles et pour les utiliser dans des morceaux. Et c'est vraiment la porte d'entrée principale pour tous les autres styles musicaux qui vont me passionner ensuite, que ce soit la soul, la funk, le jazz. Avant, j'écoutais un petit peu des trucs style James Brown et tout. Je me rappelle la première fois d'écouter à la radio Sex Machine, où je suis passionné par le gars et tout. Mais c'est vraiment via le sample que je vais découvrir des tonnes de trucs en jazz, en soul, en funk, même en rock, parce que finalement, ça a toujours été ma porte d'entrée. Je me suis dit, tiens, c'est quoi le sample de ça? Après, j'écoute, je découvre, et je me dis, tiens, mais ils ont aussi été samplés par ça, par ça, par ça. Maintenant, c'est très facile de trouver les samples, mais à l'époque, ça paraissait presque être une mission, tu vois, trouver le sample, et ça t'ouvrait des tonnes de disques en plus, des tonnes de culture en plus, et en plus, c'est au moment où on a évoqué aussi ça, où dans le cinéma, il y a ça qui s'installe aussi, notamment avec Tarantino, qui fait grave de films référencés avec des samples. Absolument. Donc, ça t'ouvre aussi à une cinéphilie. Et moi, à cette époque-là, j'ai 15 ans et j'en prends plein la tronche. Et en fait, finalement, j'ai construit une grande partie de ma culture grâce à ce côté sampleur fou, quoi. Yes. C'est ça qui et est à une cool. époque, tu développes une émission, c'est ça? C'est un collectif. C'est un collectif. C'est justement avec les gens de l'émission Beat Session. Très bien. On a à l'époque autour du rap. Parmi eux, il y en a un qui s'appelle Fano, qui est passionné de funk, qui à la base écoutait de la funk, de la soul, et qui lui dit, bah écoute, il y a beaucoup de morceaux de rap qui sortent maintenant, j'ai les samples en fait, je les connais les samples, j'ai les disques. Et on se met à réfléchir à un délire de est-ce qu'on ferait pas des soirées ou des mixtapes, des événements où on passe les morceaux et leurs samples.
Yes. Et on fait comme ça des soirées où on arrive à diguer et à partir dans tous les styles musicaux qui ont été samplés par le rap, quoi. Et on va écouter un méga classique. Je pense que ça fait toujours du bien de faire ça aussi. Bien sûr. Et t'as choisi Bob James One. Exactement. Tiens. Bob James One, premier album donc de Bob James sur le mythique label CTI, qui clairement à l'époque avait été longtemps réputé comme une sorte de jazz funk, musique d'ascenseur, parce que bah forcément c'était pas du jazz noble, c'était un peu un mélange un peu pop. Sauf que avec la relecture hip-hop, on se rend compte que dedans il y a 90% des beats et même de l'aspect qu'on aime de la musique rap qui vient en fait de ces disques-là. Et sur ce morceau, il y a surtout sur cet album, il y a surtout un morceau qui a été samplé des millions de fois et qui est important pour moi parce que peut-être l'un des morceaux les plus samplés du hip-hop ou l'un des samples les plus reconnaissables. Ouais, j'ai envie de dire. En fait, parce qu'il y a déjà un breakbeat, mais il y a aussi plusieurs mélodiques de samples qui sont reprises. Yep. J'aime trop là les pochettes japonaises comme ça qui épousent la forme du vinyle. Il y a que les Japonais pour faire ça, franchement. C'est un détail incroyable. D'habitude, c'est toujours un peu carré, foireux et tout. Eux, ça épouse. Comme ça, tu sais dans quelle partie du vinyle tu dois le mettre. Donc, version japonaise de ce premier album de Bob James sur le label Tapenzi CBS, mais qui était aussi disponible sur CTI, où Bob James était très important. Et le morceau, donc, quasiment tout l'album est bien. Et à réécouter, c'est facile. En effet, c'est un jazz facile d'accès, mais très mélodique. Il est qu'avec des super musiciens. Mais dessus, pour finir l'album, il y a le morceau Nautilus. Et bien sûr, moi, en tant que Captain Nemo, bon bah forcément, je suis intéressé, quoi. Avec une intro, bien sûr, que tout le monde connaît. Juste avant qu'on l'écoute, Dis-moi. Hot Take, l'une des meilleures personnes qui a samplé Nautilus, et pour moi qui a fait l'une des meilleures utilisations de Nautilus, c'est Della de Butter Bullet avec le morceau Miles Davis. Ah, parce que je crois que c'est un morceau qui est sorti en 2021, quelque chose comme ça. Et comment tu samples Nautilus en 2021 alors qu'il a été samplé genre 1 million de fois? Et ce morceau-là, Miles Davis, pour moi, c'est l'un des meilleurs morceaux de Butter Bullet et j'adore ce beat. Je leur dis à chaque fois. Et en fait, l'une des meilleures utilisations de Nautilus. Ils ont encore bien réussi à se réinventer avec cette période-là. Yes. Et c'était très fort. Je suis d'accord avec toi. Hot take, mais allez écouter Miles Davis de Butter Bullet. Très belle utilisation de ce qu'on va entendre tout de suite, à savoir Nautilus de Bob James. Let's get it. Bien sûr. Pour la petite ref, moi je l'ai surtout en tête grâce à une cassette de skate que je pense dans les années 97, 98, qui s'appelle Mouse. C'était la cassette de démo de la team Girl Chocolate. Et il y a un run de Psychopathe de Guy Mariano, si je dis pas de conneries, je sais plus. Un des derniers runs en tout cas, qui est sur Nautilus, et qui est fou. Il y a bien sûr Daytona 500 de Ghostface Killah. Avec Raekwon. Il y a un morceau de... Le début aussi, été repris grave de fois. Il y a un morceau de Freddie Gibbs et Black Thought, dont j'ai oublié, dont le nom m'échappe tout de suite, mais où ils utilisent bien les différentes parties. Tu vois, ce qui est cool, c'est que donc Bob James, c'est un pianiste. Et là, tu vois, le clavier qu'il utilise, il est un peu bizarre, il est un peu atypique. En fait, quand tu réécoutes après Bob James, il a vraiment ce truc-là qui est très atypique et qui est très personnel de sa part, qui était pas très réputé à l'époque par le milieu du jazz, en fait. C'était un peu le jazz pour les nuls. Les gens, ils disaient genre, ouais, ok. Alors qu'en fait, il y a même une petite période là, qui a été recentrée aussi. Franchement, c'est un des morceaux que je préfère réécouter. Un classique, hein. Ça, c'est classico des classicos. Et en fait, les 4 premiers albums de Bob James sont de cette facture, même, j'ai envie de dire, les 7 premiers, parce qu'en fait, tous les albums, ils ont un numéro dedans. Donc, il a les 4 premiers qui s'appellent vraiment 1, 2, 3, 4. À partir du 5, je sais plus s'il y en a un qui s'appelle Lucky 7, je crois, avec une grosse. Il y a des super pochettes en plus à chaque fois. Pour une collection de disques, c'est parfait. Et ça coûte pas trop cher encore. Parce que c'était très disponible, c'est pas très recherché encore. Alors que c'est de la super musique, il y a que des icônes de fou.
Et oui, et donc à l'époque avec ce groupe, Second Hand Dealers, on avait un projet autour de Bob James qu'on considérait comme le mec le plus samplé de l'époque. Il s'appelait Bob James vs Hip Hop. Et on avait fait comme ça un mixtape de plusieurs heures qui reprenait tous les morceaux de rap et leurs samples. On faisait des mix un peu spéciaux, c'était assez cool. Énervé. Ça c'était samplé aussi. Trop bien. Ah, ça joue. Cette pochette est trop folle quand même. Espèce de détails bizarres. Le deuxième aussi avec une sorte de main qui fait un pommeau là, c'était un peu nimp. Sur cet album, il y a Feel Like Making Love aussi. Ouais. Qui a été pas mal samplé. Grave. Valley of the Très, Shadow très chaud, aussi. En fait, vu que c'est du jazz instrumental avec la batterie, des beats, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à le sampler. Voilà, petits éléments à prendre. Donc au début des années 90, ça a vraiment été pensé beaucoup. Et c'est genre. C'est marrant, c'est un morceau de hip-hop en fait. Ah ouais. D'ailleurs, Le beat. sur le. Bah ouais, complètement. Et pour moi, il a inventé batterie, déjà un c'est peu, là. tu peux rapper dessus comme ça. Et pareil pour le deuxième album, c'est ça. Le sample est là. Et ça, même à l'époque Cool Herc et tout, bah ils faisaient des passe-passe avec, et finalement il y a une partie de ce qu'ils appelaient le breakbeat là quand ils scratchaient juste et qu'ils mettaient des breakbeats à la suite, c'était ces morceaux là. Ouais. C'est des disques qui sont restés aussi dans l'inconscient collectif du hip-hop parce que c'était les premiers breakbeats quoi. Celui-là est Take Me to Mardi Gras sur le 2. Pareil, c'était finalement les premiers breakbeats qui étaient mis en boucle pour danser dessus, pour avoir que les breaks de batterie quoi. Et à côté, il y avait la petite flûte. Piano électrique. C'était cool quand même. Bonne vibe. Mais ça vraiment, ça m'ouvre au jazz funk. Après, j'en écoute énormément. Je suis passionné de jazz funk. Notamment tous les albums de Donald Byrd. Beaucoup de jazz funk que j'écoute de manière quotidienne. Le départ, c'est un peu Bob James. Franchement, ça, on ne s'en lasse jamais. Hein. Non, c'est de la belle musique en fait. C'est vrai que pendant longtemps, ça m'a un peu dérangé que ça soit un peu rangé côté musique un peu d'ascenseur, parce que pour moi c'était la musique noble quoi, ça joue bien. C'est juste un peu inoffensif en soi. Mais c'est beau quoi. Et la relation de Bob James avec le hip-hop, je la trouve intéressante en plus parce que c'est un mec qui pendant longtemps a pas trop capté le délire du sample, trouvait ça bizarre de se faire pomper et d'être autant repris finalement. Il voyait pas trop l'intérêt. Et depuis quelques années, il a complètement embrassé le truc. Il a fait des albums avec des musiciens de rap, quoi, enfin des producteurs. Il a rejoué des morceaux qu'il avait samplés. Et donc maintenant, c'est devenu un peu une sorte de mentor et de phare dans la nuit là-dedans. Et je trouve ça hyper intéressant de vieillir comme ça dans la musique pour un pianiste de jazz aussi important que lui. Donc cool, j'aime bien Bob James. Tu sais, je pense que quelque part, il se dit qu'il doit être reconnaissant de pas être tombé dans l'oubli. Ah oui. Justement, grâce à tous ces jeunes-là, tu vois. Bah, et je pense. À un moment, tu sais, genre, je pense le calcul, il se fait très vite. Hein. Ouais. Surtout lui, je pense que au fur et à mesure, il a, comment dire, récolté les fruits aussi de tout ce sampling. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, il a fait je crois que c'est avec Splice qu'il a, il a mis toute sa musique sur Splice. Ouais, donc, je pense qu'aujourd'hui, il a trouvé un bon moyen en plus de cash-in dessus. Bien sûr. Et je pense, vas-y, tu sais, genre, aller à la fin des années 90, il était là, genre, en mode, bon, quand même, je continue à faire des concerts, il y a des gens qui veulent me voir, l'argent il continue à rentrer. Exactement, tu vois. Pour énormément de gens, ça continue à résonner.
Alors que c'est un mec qui faisait des musiques de films et du jazz funk Montreux Jazz Festival dans les années 60-70 donc, et début 80. Donc finalement, c'est quand même une sacrée réussite, je trouve. Une petite curiosité. Ouais. J'en ai quelques-unes. On en a cherché. Ouais. Et j'en ai pas mal, hein, mais là, on en a trouvé une, ouais, je pense. Parce que je voulais qu'on parle de disques qui sont un peu différents de ce dont ce dont on peut se faire comme idée de ce qu'il y a dans la bibliothèque, la discothèque de ce cher Captain Nemo. Ouais. Beach Boys. Les Beach Boys. Ouais, j'ai eu une Beach Boys passion. J'ai souvent des marottes, d'un coup, j'ai des passions un peu comme ça. Et, c'est comme ça qu'on est. Quand on est fan de musique comme nous, hein. Il y a je redécouvre, on en a parlé tout à l'heure du duo Hall & Oates par exemple, il y a un moment, il y a pas très longtemps, je pense qu'il y a une dizaine d'années, j'ai eu une passion comme ça pour le soft rock, yacht rock, je sais pas comment on l'appelle, c'est un peu Tartampion, on l'appelle comme ça, on met ensemble comme d'habitude des artistes qui n'ont rien à voir des fois les uns avec les autres, qui n'ont pas bossé ensemble et qui font pas du tout le même style musical, mais je me suis bouffé toute la discographie de Hall & Oates et c'est devenu un de mes groupes préférés. Pareil avec Steely Dan ou les Doobie Brothers, où j'ai découvert ça il y a peut-être 5-6 ans, j'ai redécouvert, il y avait quelques morceaux que je connaissais parce que ça passait à la radio et tout, mais j'ai vraiment découvert des discographies, c'est ça que je kiffe encore dans la musique, c'est à quel point tu peux encore découvrir des choses. Comment tu tombes dessus? Ça, c'est une... Bah là, il y a... Le sample, ça reste quand même encore assez important. Okay. Et après, il y a des prescripteurs, c'est-à-dire que souvent, je suis encore des gens un peu plus vieux que moi, sur les réseaux sociaux, des mecs qui ont été directeurs artistiques ou DJ ou producteurs, qui vont parler des artistes qu'eux ils kiffent, ou des samples qu'ils ont utilisés, ou des choses qui les ont justement portés quand ils étaient plus jeunes. Et souvent je me dis, ah tiens, ce mec que je kiffe, avec qui j'ai beaucoup d'atomes crochus, que je connais pas, il fait un mix, il commence par Hall & Oates. Tiens, c'est bizarre. Tiens, je connais pas tant que ça en fait. Tiens, je vais écouter les albums. Ah, c'est eux ça. Ah, c'est eux ça. Ah, ce morceau, It's a man-eater. Merde. On connaît tous par cœur et je savais même pas que c'était eux en fait. Là, tu viens de m'apprendre un truc. Hein. Ouais, non, mais en fait, ils ont énormément de tubes. Ils ont au moins 2 tubes par album. C'est juste qu'on capte pas en tant que Français, je pense, que c'est eux. Et ça m'a fait pareil un moment avec Genesis et Phil Collins où je disais la sonorité de la batterie et tout. Il y a un moment où tu vas devenir un peu fou d'un truc et pour le coup, bah, tu vas tourner en boucle. Il y a un moment où c'était Toto, tu vois, quand j'ai appris qu'une grande partie des musiciens qui avaient bossé de Toto bossaient sur Thriller ou avec Quincy Jones ou des gros musiciens de studio. Je me suis mangé tout Toto et je me suis dit, mais en fait, c'est pas que Africa, c'est des tonnes de trucs magnifiques. Ça se joue pendant des heures, c'est incroyable. Et donc, il y a eu une période où, à force qu'on me dise que les gens qui savaient le mieux écrire des chansons, c'était les Beatles et les Beach Boys, je me disais, bon, je suis un peu con, je connais pas trop. Et les Beatles, j'ai pensé, j'ai trouvé ça cool, mais il y avait un truc qui me manquait, je pense. Et les Beach Boys, je pense que c'est plus moi, parce que c'est un peu funky, c'est la Californie, ça parle de surf, il y a un peu des voix polyphoniques, et il y a des albums qui vont changer le cours de la pop. Donc bien sûr, moi c'était Pet Sounds et l'album d'après que j'avais, Heroes and Villains, là qui n'était pas vraiment sorti, que j'avais poncé, que j'avais découvert avec tout ce truc de production, d'enregistrer des animaux, enfin bref, des trucs un peu bizarres qu'ils avaient fait à l'époque. Mais il n'y a pas très longtemps encore, j'ai découvert cet album, qui est un album live, enregistré un peu dans des conditions, l'histoire elle est un peu folle. C'est un de mes potes d'ailleurs qui m'avait raconté cette histoire que je ne connaissais pas, mais dessus il y a morceau archi connu qui termine cet album qui est Baba Rain. Baba Rain, qui est ouf parce que c'est devenu un single alors qu'elle existe uniquement que dans cette version live. Mal enregistré, genre ils avaient posé des micros, c'était vraiment en mode, c'était dans une soirée, il y avait des guitares, tiens vas-y branche des micros, on fait une petite soirée à la plage, on rigole. Et donc il y a un peu des reprises, des morceaux qui étaient jamais sortis avant, des nouvelles versions, et ce Baba Rain du Nimp qui est devenu un tube incroyable. Et c'est pareil que tu vois, tous ces artistes que tu connais sans les connaître vraiment, parce que tu connais tout, on connaît tous leurs tubes. On les a entendus des milliers de fois. Pour nous, c'est quasiment
c'est culturel dans le fond. Enfin, tu connais les morceaux. Ouais. Mais en fait, quand tu connectes the dots, quand tu mets les points bout à bout et que tu vois en fait le parcours que ça a été, que tu te renseignes sur l'histoire, que tu vois ce que ça a apporté, la surf music, la composition de tout ça et tout, bah après là, tu prends vraiment le truc. Yes. C'est ça que j'aime bien dans redécouvrir des choses comme ça, tu vois. Ben, il rentre un peu dans l'inconscient collectif, en fait. Exactement. Et Parce que tu vois, maintenant, tu dis Beach Boys, tu penses à des mecs qui surfent sur la plage, des gens avec plusieurs I get voix. around. I get around, like, ouh, tu sais, avec des petites voix comme ça et tout. Mais en fait, quand tu vois tout ce qu'il y a derrière, je sais pas, même les histoires, Dennis Wilson, qui a été proche à un moment de Charles Manson, qui a un album charmé d'ailleurs, qui est vraiment plus dur que le reste des Beach Boys. Enfin, il y a plein d'histoires un peu bizarres. Toute l'histoire de Brian Wilson, elle est folle en vrai. Il y a un côté un peu plus rockstar que les Beatles, qui pour moi était toujours quelque chose d'un peu lissé, tu vois, un peu cool. Moi, je suis un peu punk en fait. J'aime bien ça un peu punk. Quand tu dis rockstar, c'est la dimension autodestructrice. Ouais, et puis tu sens qu'il y a un truc, tu vois, leur père, il était horrible, alors qu'il avait fait un album de musique qu'à un moment, je me suis mis à écouter aussi. Murray Wilson, qui a un album un peu de easy listening, un peu chelou. Mais quand t'apprends que ouais, leur père, il leur tapait dessus, qu'il leur parlait trop mal, qu'ils se sont construits dans ce côté un peu surf autodestructeur. Moi, il y a un film que j'adore qui s'appelle Big Whale's Day, qui est fait par John Milius, qui raconte un peu l'histoire du frère surfeur des frères Wilson, là, Dennis Wilson. Tout cet esprit-là, tu vois, c'est... Je sais pas, ça crée des histoires qui sont encore plus larges que la musique, quoi. Écoute, on écoute Brian. Avec plaisir. Qui, donc, est devenu un single radio, alors quand on l'écoute là, c'est vraiment genre enregistré dans une chambre avec 3 micros, un mec à la guitare, et tu te dis, ok, c'est devenu un tube. C'est nimp. Un des morceaux les plus connus des Beach Boys, enregistré. C'est le bordel. Ils ont rien coupé, c'est genre. Et vraiment derrière ils font un test. C'est une blague. Tu vois plein de films, je sais pas, moi j'ai un gros référentiel américain, tu vois. T'entends ça tout de suite, tu vois, plein de films des années 80 où t'as des gens qui sont sur la plage, qui font des blagues, ou des mecs en voiture avec des lunettes de soleil. C'est une musique visuelle, quoi. En 1965, faire du rock and roll ou du rockabilly, c'est déjà un peu faire un truc old school, tu vois. C'est clair. C'est nice. Bon, ouais. En vrai, c'est juste répéter 100 fois le même bordel à truc, mais tu vois, je sais pas, il y a un truc. J'aime bien le côté vraiment 100% live, qui a pas l'air d'être contrôlé. J'ai pas envie de dire de bêtises puisque j'avais lu l'histoire il y a longtemps, mais l'histoire de ce disque est assez folle, de comment ça a été composé, comment ça a été fait, un peu à l'arrache. Ils se sont dit tiens on va le faire, je crois qu'il devait un album, ils se sont dit on va faire ça. C'est un peu le dernier album des Beach Boys vraiment dans la formation telle qu'on le connaît, après ça devient un peu. Donc c'est assez passionnant quand on s'intéresse aux histoires. Et ouais, je sais pas pourquoi. Souvent on mettait en opposition les Beatles et les Rolling Stones. J'ai jamais vu de lien entre les deux. Par contre entre les Beach Boys et les Beatles, je trouve qu'il y a un truc dans la façon d'écrire les chansons, dans la façon de faire du rock un peu pop chanson. Et comme je te disais, je suis vraiment 100 fois plus Beach Boys que Beatles. Il y a une anecdote entre Brian Wilson qui était proche des Beatles. Ouais. Je crois que les Beatles, tu sais, ils sortent autour de cette époque-là, 64, ils sortent un album. Je sais plus comment il s'appelle. Ça, c'est l'album des
C'est l'album des Beatles avec la cover en distorsion, là, tu sais, ils sont tous les 4. Ah oui. J'ai oublié comment il s'appelle. C'est l'album juste avant Rubber Soul. Non, c'est Rubber Soul, pardon. Ouais, avec Rubber Soul. Donc ils sortent Rubber Soul. Ils sortent Rubber Soul et Brian Wilson entend Rubber Soul et là genre c'est un album de fou. Je crois que c'est dans cet album qu'il y a Norwegian Wood, un truc comme ça. Enfin, excusez-moi mes références si je me manque un peu. Mais ils sortent Rubber Soul et Brian Wilson l'entend et c'est après ça qu'il fait Pet Sounds. Et après eux ils se prennent Pet Sounds, ils font et ils font après Pet Sounds ils font c'est pas Sgt Pepper après Pet Sounds, c'est la cover en noir et blanc avec le dessin en noir et blanc. Non, juste avant ça, tu sais, genre. Revolver. Non. Revolver. Ouais, donc ils font. Donc t'as Rubber Soul. Brian Wilson, il est choqué, il dit vas-y, tu sais, genre, je vais les niquer. Ouais. Il sort du coup Pet Sounds qui est genre un truc de fou. Et après, tu sais, genre, les man derrière, ils sortent justement. Revolver, ils sortent Revolver et le mec il est là genre en mode il tombe dans une dépression après Revolver en fait, genre en mode vas-y, tu sais, genre j'ai sorti mon magnum opus et les mecs derrière tu vois, et ils étaient même pas encore arrivés à Sgt Pepper, tu vois, mais ça c'est Rubber Soul et Revolver, c'est vraiment des albums que j'aime beaucoup. Il était un peu esselé sur les Beach Boys, il était un peu taré, c'est sûr, alors que les Beatles, ils étaient plusieurs, donc ils avaient déjà de la compétition à l'intérieur de leur groupe, donc ça créait forcément quelque chose de unique. Mais oui, c'est vrai que j'ai aussi un peu de Beach Boys dans ma collecte, et d'albums de rock un peu de tout type, quoi. Même si c'est pas ce que j'ai le plus. En vrai, souvent, c'est soit des artistes samplés, soit des artistes que j'ai kiffé à cause du rap, soit des trucs à l'ancienne, de la musique de film, beaucoup de musique de film. Et un peu comme ça, des marottes que j'ai eues au fur et à mesure, quoi. Alors, dans toutes nos discussions, j'ai un peu observé que finalement, ton rapport avec le vinyle, ça avait évolué petit à petit. C'est d'abord un rapport de mec, en fait, qui kiffe la musique, donc qui va aller acheter des vinyles en grandissant, en étant ado, etc. Après, tu commences à faire de la radio, donc il faut que tu achètes des vinyles pour fournir ton émission et faire des nouveautés, parce que bon, aujourd'hui tu fais de la radio, tu vas soit t'as ton Spotify, soit tu vas télécharger sur les magasins en ligne. Ouais. Et en fait, toi, il fallait que tu les achètes. Donc c'était ça ce rapport-là. Ouais. Et en tant que DJ et en tant que hip-hopper, il fallait que tu aies tes deux techniques avec ta table de mixage au milieu, et c'était un peu comme ça que tu écoutais les vinyles. Ouais. Aujourd'hui, comment ça se passe ? Aujourd'hui, chez moi, j'ai gardé une platine Technics, un peu comme ça d'ailleurs. J'ai gardé un peu le matos que j'avais d'époque. J'ai un petit ampli Marshall, parce que tu pouvais brancher du RCA derrière, sans avoir d'amplificateur spécifique vinyle. Et voilà. Et j'ai une petite partie de ma collection de disques, je veux dire peut-être un quart, peut-être un tiers. Le reste est encore chez mes parents, mais comme tu disais, 1000 disques, faut le dire. À peu près, ouais, je pense. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que j'ai à peu près ça. Ça s'est beaucoup accumulé. Tout n'est pas important dans ma collection. Je pense que si je réduis, que je garde que les albums et les trucs que j'écoute régulièrement, c'est un peu moins en vrai. Mais j'ai beaucoup de matière parce que il y a beaucoup de disques que j'ai achetés à un moment. Je pense des centaines de disques qui étaient uniquement faits pour passer à la radio. Et pour une certaine époque. Et je pense vraiment c'est la période entre 97 et 2005 où j'en ai acheté énormément, et après j'ai racheté beaucoup de disques sur eBay dont j'avais envie, et après à chaque fois que je vais dans une ville, en vrai je vais chez un disquaire, et souvent je repars avec 10-20 disques, donc j'ai un peu arrêté ces dernières années. On en a donné plus, mais en vrai rien qu'en m'en donnant, souvent on m'enfile 5-6, là je pense sur les dernières années j'en ai quand même eu des fois des trentaines par an, tu vois, donc finalement vu que j'ai un âge avancé et que ça ne s'est jamais arrêté, au fur et à mesure ça s'accumule, ça s'accumule. Et comment tu les écoutes alors aujourd'hui, ces disques là? Et souvent je pioche dedans, très souvent quand même j'écoute de la soul, jazz, funk, de la musique un peu
soit dansantes, soit un peu cool. En fait, en vrai, très souvent, j'écoute Stevie Wonder, Curtis Mayfield, Let's Marvin go. Gaye. Ça va souvent vers ça. Après, j'ai toute la collection de ce qui est produit par Curtis Mayfield. Donc, j'ai aussi un peu tout ce qui est Willie Hutch et tout. Ça, c'est vraiment les trucs que j'écoute de manière quasi quotidienne. Après, j'ai quand tu dis quasi quotidienne, excuse-moi de te couper, quand tu dis Ouais. quasi quotidienne, c'est genre, c'est quand tu te lèves le matin, Ouais. en mode, tu te fais ton café, tu dois taffer, t'arrives, tu... Exactement. Souvent, avec ma femme, on se fait ça, on se pose. Le matin, dès qu'on a un peu de temps tous les deux, on se fait un café, et puis tiens, on se met un disque. Et, ce qui est marrant, c'est que quand c'est moi qui choisis, moi je sais à peu près ce que j'ai envie d'écouter, donc j'y vais. Mais des fois, c'est ma femme Sam qui choisit, genre un peu au hasard, Mhm. ou elle kiffe la pochette. Là, il y a ces derniers temps, j'avais acheté une trentaine de disques de jazz funk japonais. Mhm. Et elle kiffe les covers, on en écoute un de temps en temps, et puis moi je suis content parce que des fois les disques je les ai pas écoutés en entier, c'était pour des trucs un peu spécifiques que je les avais achetés. Et là c'est cool parce que ça me permet aussi de voir ma collection d'une autre façon, parce que des fois elle choisit pour d'autres raisons que moi ce que j'aurais pu choisir, quoi. Yes. Et des fois on écoute un classique, je sais pas, par exemple là c'était je crois les 40 ans de Purple Rain de Prince. Yep. Ou je sais plus, c'était un anniversaire en tout cas. Mhm. Et pour le coup, on s'est retapé When Doves Cry et tout, on l'a réécouté à l'album. Et je sais pas, j'ai relu un bouquin qui parlait de ça. Donc souvent, c'est comme ça que ça vient l'écoute. De se poser un peu, de prendre du temps. Là, je le fais aussi pour ma fille, pas mal. Mhm. Là, j'ai réécouté hier Bobby Womack. Mhm. Elle avait pas envie de dormir, je l'ai pris dans les bras, et puis plutôt que de mettre Spotify, pouf, je prends un vinyle, pour le coup je prends au hasard, hop, puis il y avait Bobby Womack, Willie Hutch. Je mets Bobby Womack, je sais que ça va durer 20-25 minutes, je danse un peu avec elle, j'écoute en même temps, elle rigole, et puis Elle à un dort. moment elle s'endort, et Let's puis go. le disque il continue de tourner, il s'arrête, et puis je sais que ça a duré 15-20 minutes, Mhm. et au moins c'est pas chronophage ou c'est pas bizarre comme Spotify où tu tombes un peu toujours les mêmes trucs. Là c'était une expérience d'écoute un peu différente. Et Magnifique. j'aimerais bien arriver à réinstaller un peu ça comme on le garde, quoi. C'est ce que j'aime bien encore dans le vinyle, c'est ce truc de réécouter des classiques, réécouter des disques que tu connais bien ou que tu as un peu oublié et que tu as envie de remettre dans ton oreille, avec une écoute peut-être plus active Mhm. et plus reliée à ce qui se passe dans ton environnement, parce que c'est en place, quoi. Mhm. Plus que si t'étais, moi en vrai, Spotify, c'est écouter les nouveautés, c'est écouter des podcasts, faire de la recherche musicale, Mhm. faire des playlists. Mhm. Et c'est vachement quand je suis en mouvement, quand je suis dans la rue, quand j'écoute en Walkman, quand je fais la vaisselle ou que je suis un peu en train de faire un truc un peu speed. Le vinyle, c'est plus un moment de partage de la musique, quoi. Absolument. Et en parlant de moments de partage de la musique, moi j'ai envie de partager un truc avec toi aujourd'hui. Ah, Je te disais un peu plus tôt que parfois, moi, quand je savais plus trop quoi écouter, j'allais sur Wikipédia et je regardais la liste des disques sortis chez Blue Note, parce qu'en tant que jazzophile, tu sais, genre, c'est toujours un but de vie d'écouter tous les disques du catalogue Blue Note. ouais, je comprends. Donc, tu sais, genre, je sais pas, il y a une dizaine d'années, je me suis dit que j'avais toute la vie pour faire ça. Donc, quand je sais plus trop quoi écouter, tu sais, genre, je regarde ce que j'ai pas écouté. Et il y en a un que j'aime beaucoup, qui fait partie des premiers disques que moi j'ai écouté quand je me suis lancé dans cette épopée. C'est un disque de 1966, pardon, de Larry Young, qui belle s'appelle pochette. Unity. Magnifique pochette. Et écoute, photo de Francis Wolff, évidemment. Ouais. Et design aussi. Non, de Ride Miles. Ah. Design de Ride Miles. C'est les designs classiques de toutes les manières. Ouais. Voilà, et Larry Young, c'est un organiste. Écoute. Donc, tu sais, l'organe, dans le jazz, c'est un instrument un peu particulier qui fait office aussi bien de piano que de basse. Ouais. Donc, justement, quand tu as un organiste qui joue, généralement, il n'y a pas de basse. Et du coup, c'est un quatuor avec Woody Shaw. Woody Shaw qui, sur ce disque, joue de la trompette. Joe Anderson, l'un de mes saxophonistes préférés. Très chaud, Joe. Et Elvin Jones à la batterie. Et écoute, c'est post-bop, comme qui dirait. Ok. Donc,
on retrouve encore des éléments de jazz dont les gens que les gens peuvent identifier comme du jazz, mais avec un peu de folie. Ok. Avec un peu de folie. Et Unity, c'est vraiment un classique de Blue Note. Aussi bien pour la cover que pour la formation qui joue et pour la musique aussi qui est jouée. Et on va écouter le morceau qui ouvre, qui s'appelle Zoltan de Woody Shaw. Enfin, composé par Woody Shaw, de Woody Shaw, mais bon, le leader de cette formation, de ce quatuor, c'est Larry Young. On écoute ça et peut-être que tu pourras faire écouter ça à ta famille. Hein. Avec plaisir. Ah, The Blue Note Story en plus. Il y a de la lecture. J'aurais adoré faire ça comme taf. Écrire les liner notes. Il a encore temps. Ouais, c'est vrai. Ça va venir, ça va venir. Si tu avais un artiste aujourd'hui pour qui tu aimerais bien écrire des liner notes en France, ça serait qui? T'es mis sur le spot là, direct. Boum. Ouais, je sais pas. Comme ça, pour le vinyle et tout. Damso, peut-être. Let's go. Parce que musicalement, il y a plein de choses intéressantes. Le mec est intéressant aussi. Si on parle de recherche musicale, il y a un truc qui est cool. Et puis, il est apaisant. Pour le coup, s'il y avait des interviews à faire, raconter des trucs, je pense que ça me plairait. Puis je le trouve humble et je trouve que globalement dans la musique, c'est de plus en plus compliqué de discuter avec des gens. Il y a toujours un écart qui se fait, je trouve. Pour l'avoir rencontré à des périodes différentes de sa carrière, j'ai toujours trouvé qu'il était facile d'accès quand il est intéressé et quand ça parle d'un truc qui l'intéresse. Et je trouve que pour le coup, c'est cool. T'as toujours l'impression que tu peux avoir une conversation intéressante, notamment sur la musique, avec Damso. Donc je pense que j'aimerais bien faire ces liner notes. Nice. Réédition de 1986 et pour tous les amoureux de vinyle et pour tous ceux pour qui les vinyles ont un sens et pour toutes les particularités que les vinyles ont, il y a une typo, il y a une faute de frappe sur le macaron. Le morceau que je vais te faire écouter s'appelle Zoltan et il y a marqué Zolta avec un H à la fin. Excellent. Et on adore. C'est bon ça. Je t'emmène à la guerre là. Allez. Sur le champ de bataille. Allez, c'est bon ça. J'aime bien. C'est classe. Ah, tu vois, tout de suite, je vois un film noir un peu, tu vois. En mode nouvelle vague un peu. C'est 66, c'est l'époque de la nouvelle vague. Hein. Je suis moins cinéphile que toi. Je crois, ouais. Oui, parce que c'est en mai 68 que Godard il ferme Cannes. Donc je crois que ouais, c'est la période des années 60. C'est bien, c'est toujours bien Blue Note. C'est rarement... Bon, après, il y a un genre de déclin un petit peu, je dirais, justement à la fin des années 60, début des années 70, parce que pour un label qui a eu autant de succès que dans les années 50, etc., il fallait qu'il reste un peu dans le coup, donc ça s'est un peu popisé, mais même... à n'importe quelle époque, il y a toujours des trucs super cool. Même aujourd'hui encore, hein, franchement, chez Blue Note, il y a toujours la crème de la crème des artistes et les jeunes artistes
qu'ils signent, en général, ils livrent des livres super intéressants, quoi. Ouais. Et disques super intéressants, pardon. Écoute, c'était un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui, hein. Bah, c'était partagé. C'est la première fois qu'on se pose comme ça pour avoir une discussion autour de la musique. Et finalement, on a un peu voyagé partout entre... Bon, on est resté quand même dans les mêmes espaces, mais entre hip-hop de l'âge d'or, jazz, et en passant par les Beach Boys. Et écoute, je suis bavard, mais on aurait pu parler encore de plein d'autres choses. Ah, bah écoute, je pense que... On fera un volume 2. On fera un volume 2 ou même une autre occasion. Si un jour sur Music Sounds Better With You, tu as envie de parler de musique afro-descendante, tu sais, genre... Avec plaisir. Je me suis un peu mis dans cette brèche-là. N'hésite pas. Hein. Avec grand plaisir. En tout cas, t'es toujours le bienvenu chez Arc. Et t'es toujours le bienvenu chez Crates. Et voilà, hein, venez chez Arc parce qu'il y a un petit projet que tu as lancé récemment. Qu'on peut retrouver sur le comptoir du disquaire. Ah oui, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr, c'est un cahier de coloriage qui fait office aussi de petite histoire pour les enfants, qui s'appelle Rap Coloriage. Et le but, c'était de raconter en gros l'histoire du rap français. Ok. De ses débuts, donc 1984 j'ai mis, jusqu'à 2024. Avec ses acteurs principaux, bien sûr il n'y a pas tous, il y a une cinquantaine d'acteurs principaux par décennie, donc c'est à peu près équilibré, une dizaine d'artistes et rappeurs, rappeuses par décennie, et par décennie je raconte un peu l'histoire de ce qui s'est passé, et le but c'est que ça soit très pédagogique et simple, et un peu enlever tout le côté sulfureux, rendre le côté un peu plus héroïque. Ok. Le but c'était de raconter ça comme si c'était un truc de super-héros, tu vois. Ok. Donc j'essaye d'avoir un adjectif pour chaque rappeur, ok, pour qu'il soit facile à assimiler pour les enfants. Et je raconte les grandes lignes, et le but c'est d'avoir une sorte de petit livre d'histoire du rap, simplifié, et en même temps que tu puisses lire et colorier en fait. Interagir, ouais. Et le but c'est d'en faire un podcast qui Ok. va sortir bientôt là, où ce sera genre en gros toute l'histoire du rap français racontée aux enfants. Magnifique. Et le but c'est voilà, de partager ça, c'est toujours pareil, c'est de partager ça avec si t'es un parent fan de rap, avec tes enfants, et pouvoir lui faire colorier tes rappeurs préférés, en même temps que lui va peut-être choisir Jul, Damso qui sont aussi dans le bouquin. Et j'ai mis Lionel D, il y a MC Solar, il y a Roca de la Clica, donc tu vois ça rejoint encore ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et on s'est dit que ça manquait un petit peu sur le paysage rap français d'avoir quelque chose d'un peu plus ludique qui s'orientait pour les kids, sans que ce soit totalement enfantin et aussi parodique. Parce que très souvent ça tombe là-dedans. Là le but c'est que ça soit vraiment carré de fou, que ça soit véridique vu que c'est raconté par un journaliste. Et la préface est signée Mehdi Maizi, qui parle justement de la passation de culture, et avec sa fille, où il parle justement de comment lui faire découvrir la musique, comment lui faire découvrir le rap, est-ce qu'elle sera passionnée de rap comme lui, comment lui il a découvert et comment le rap ça a mis à lui, donc c'est toujours ce délire de passage dans tout ce qu'on fait en ce moment. Super. Écoute, si les gens veulent checker toute cette actualité, ils peuvent te suivre sur les réseaux sociaux, Bien notamment sur Instagram et sur Twitter X. Ouais. Où assez régulièrement, je sais pas si c'est chaque jour, mais il y a toujours des trades super intéressants. Merci, j'essaie en effet, cet été j'ai pas mal bossé les trades, puisque c'est un format qui me plaît bien. Souvent je réhabilite ou je retravaille des textes que j'avais déjà écrits sur des artistes que je réécoute en ce moment. J'ai pas mal parlé de rap américain ces derniers temps, donc j'ai parlé de The Roots, j'ai parlé de... Et souvent je fais des trades à partir des contenus que je fais pour Music Sounds Better With Us. Ok. Donc les recherches que je fais autour des podcasts, j'en fais des petits condensés. Là j'ai pas mal bossé sur le Wu-Tang, donc j'ai raconté toute l'histoire de la pochette de Liquid Swords par exemple, de Jeza, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en travaillant, mais qui a été fait par un artiste de comics. Vraiment c'était sa seule pochette, et qu'il y a eu tout un travail autour de ça, parce que c'est un artiste qui avait monté la première maison d'édition afro-américaine aux US, le comics, au milieu des années 90.
qui s'appelait Milestone et qui a bossé vraiment que des comics qui étaient basés sur une meilleure représentation des minorités aux US, en disant qu'il trouvait qu'il n'y avait pas assez de héros noirs, portoricains, latinos, etc. Donc assez intéressant qu'ils aient choisi ça et commencé à bosser. Donc voilà, j'essaie de faire ce genre de contenu sur cette belle plateforme. Magnifique. Et c'est le Captain Nemo un peu partout. Exactement, le Captain Nemo avec les deux N qui se touchent. C'est facile de me retrouver. Et sinon, musicsoundbetterwithus.com, Média Boutique, c'est là où tout se passe. Yes. Et moi, Jay Breeze, vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux, sur X, sur Instagram aussi, sur TikTok, JXYBREEZ, et évidemment, Arc, le disquaire. La rue Léon. Meilleur disquaire de Paris. Meilleur disquaire de Paris, allons-y. Oui, du monde. Voilà, vous pouvez retrouver l'actu Arc sur arc.paris, principalement sur Instagram. Et voilà, on se dit à très bientôt. Et encore merci d'avoir accepté cette invitation, mec. Merci ça fait très plaisir. de m'inviter, c'était trop cool. J'ai kiffé de ouf. Peace. Salut. Salut.